Bonjour, c'est Cryptolis, bienvenue dans l'hebdomadaire, votre rendez-vous de la semaine dans lequel on revient sur ce qui s'est passé au niveau de la macroéconomie, on revient sur le Bitcoin, on fait un état des lieux de la clôture hebdomadaire pour préparer justement la semaine suivante. Alors avant de commencer, si vous voulez soutenir la chaîne, c'est simple et c'est gratuit, likez, partagez cette vidéo, ça aide beaucoup au référencement, et abonnez-vous si c'est pas déjà fait, on attaque tout de suite avec un petit point habituel où nous sommes. Alors, je vais vous faire très vite, nous avons terminé une schématique Eliotis, en tout cas nous sommes en train de la terminer avec une fin de C ici, dans lequel nous sommes dans un order block, en tout cas entre deux order blocks, entre l'order block 382 qui se trouve ici et l'order block 1618 qui se trouve ici, avec un range de prix entre 10 000 et 20 000, dans lequel on a beaucoup de résilience au niveau du cours, et nous sommes en train de travailler le 786. Nous sommes en dessous du 618, donc nous sommes dans une zone de rechargement long terme, si on est intéressé, pour s'exposer de façon intelligente au niveau du BTC. Alors, au niveau du cours en lui-même, on va prendre un petit peu de recul avec une vue mensuelle en logarithmique sur le total index qui est proposé par TradingView, qui nous permet de voir un petit peu l'ensemble dans lequel j'ai reporté avec justement BTC halving, les différents halvings et l'évolution du cours par rapport à ce qui a pu se dérouler, histoire de prendre un petit peu de recul par rapport à ça. Donc nous sommes en clôture mensuelle. Ce qui est intéressant de voir, et ça je vous l'avais déjà montré, c'est que rarement on pose un bottom simple. Rarement on descend comme ça et on repart comme ça. Ça ne se passe pas de cette façon-là. Même si le halving joue un rôle, on voit bien qu'on a eu un halving ici, un halving ici et ici. Alors important, le halving, pour rappeler, c'est une division par deux des rewards donnés en BTC aux mineurs de BTC, donc ça veut dire que leur chiffre d'affaires est globalement divisé par deux. Parce que je vous rappelle que c'est une industrie qui se trouve derrière, et donc il y a un halving, globalement, c'est comme si on vous disait qu'à partir de telle date, au lieu de toucher votre salaire, vous touchez 2000 euros, vous touchez 1000 euros, point. Voilà, peu importe ce qui se passe. Et vous n'avez pas votre mot à dire. Le halving, c'est exactement ça. Donc, derrière, il y a deux possibilités. Soit on a un cours qui monte, soit on a une difficulté qui diminue suffisamment pour rester à être rentable au niveau des mineurs, chose qui est très compliquée. Troisième probabilité, troisième chose qu'on voit sur le long terme, ce serait une augmentation des frais de transaction qui permettrait de combler au niveau du BTC les différents besoins, chose qui est pour l'instant, on va le dire, plutôt utopique, sur lequel il va falloir patienter, parce qu'il va falloir une augmentation très forte de l'utilisation du réseau pour pouvoir avoir cette augmentation des transaction fees, et dans lequel on voit plutôt quelque chose sur 20, 30 ans, 40 ans, une question qui va se poser dessus, mais avec quand même, voilà, un délai qui va être très long. Les éléments qui sont intéressants et importants, en tout cas pour moi, ça va être de noter le fait de façon dans laquelle le bottom se pose systématiquement. Ça va être à chaque fois une décélération, et dans lequel après on va se retrouver dans une partie de ranging, alors soit avec une incursion baissière, comme on a pu le voir en 2015, soit derrière avec en tout cas un retest baissier, comme on a pu le voir en 2018, dans lequel on a fait un arrêt de tendance, on est reparti à la hausse, et ensuite on a refait derrière un retest pour pouvoir repartir. Et ce qui est intéressant aussi à noter, c'est que globalement, quand on regarde bien ce qui se passe, on a une accélération qui est en anticipation du halving, d'accord? On a toujours cette accélération que l'on retrouve. Alors que ce soit en 2015, que ce soit en 2018, et cette accélération, derrière, permet d'avoir une stabilisation du halving. Et une fois qu'on a fait cette accélération avant le halving, on a toujours une forme de retracement au moment du halving, et ensuite ça va monter doucement. C'est un petit peu ce que l'on a, en tout cas, par rapport au peu d'historique que l'on a au niveau du BTC, parce que là on est vraiment sur une forme d'empirique, donc on se base sur la donnée que l'on a. Malheureusement, c'est vrai que la petite histoire du BTC nous donne assez peu, mais on voit quand même qu'on a une forme de pattern qui se retrouve déjà depuis un certain temps, et donc on peut supposer qu'on se retrouve dans le même type de pattern. Du coup, ça sous-entend que derrière, même si on regarde ici le point bas, on a refait une accélération avant de rebreak baissier. Alors là, c'est beaucoup plus marqué sur 2018, donc ça sous-entendrait qu'on ait une forme de ranging avec une accélération haussière et un retracement avant de préparer potentiellement le halving. C'est un petit peu ce que l'on peut espérer, / regarder, voir
comment ça va se dérouler. Ce qui est intéressant, c'est de regarder au niveau du halving, combien de temps on a eu cette fin, en fait, ce début d'accélération que l'on a pu avoir par rapport à la dernière mèche la plus basse. Ici, c'était 368 jours avant, donc on va dire, un an avant, et sur cette partie-là, ça a été beaucoup plus important, ça a été 486 jours, donc un an et demi, avant justement la date de halving. Si on regarde la dernière mèche, c'est beaucoup plus court, mais il faut regarder la mèche la plus basse, qui représente pour moi réellement le point bas de ce cycle de 4 ans, et dans lequel on va se retrouver sur, ici, 500, on va dire 500 jours à peu près quand on pose, parce qu'on est en monthly, donc forcément, on se retrouve sur des blocs de 30 jours. Donc on a un peu cette schématique-là. Là, j'ai reporté la date du halving, qui est escomptée. Alors, on n'oublie pas que le halving, même si le BTC est réglé à avoir un bloc toutes les 10 minutes, ce n'est pas toutes les 10 minutes, ça varie, et donc forcément, ça bouge et ça fluctue, ça va être entre avril, mai, juin, on en saura plus on avancera dans les dates, plus on sera précis par rapport à ça. Donc j'ai noté juin 2024, qui me paraît la date la plus loin, pour pouvoir se donner une idée. Donc nous serions à 365 jours au 1er juin 2023, dans lequel on pourra avoir un retour, et si on prend l'exemple que l'on a pu avoir à 480 jours, on se retrouve à 480 jours dans les alentours de février 2023. Ça voudrait dire que potentiellement, à partir de février 2023, on pourrait recommencer à avoir une accélération haussière qui ne serait que temporaire avant de refaire un retracement fort pour pouvoir marquer un retest ou un nouveau plus bas. Du coup, ça se caractériserait comment? Intéressant de le voir. Là, on va passer en weekly pour pouvoir voir un petit peu ce qui est en train de se passer. J'ai mis en place Ishimoku pour vous donner aussi cette vision en weekly, parce que ça fait longtemps que je vous ai pas fait une analyse Ishimoku. Et c'est intéressant de le corréler avec ce qui est en train de se faire, parce qu'on va remonter dans le temps aussi tout à l'heure avec Ishimoku pour bien comprendre ce qui s'est passé. On se retrouve dans une zone basse sur laquelle, quand on fait du trading classique sur un actif, où on n'a pas de notion de cycle, comme c'est le cas au niveau du BTC, on aurait tendance à se dire que là, bon, on fait du rejet, ok, ben on a juste en fait une continuité baissière, et tant qu'on ne break pas à minima ici, voire ici, donc on ne break pas la Kijun et la Tenkan, bon, bah, à ce moment-là, on se dit que potentiellement on n'a pas de reversal, et c'est un petit peu l'idée d'un trading via Ishimoku, c'est une continuité de tendance classique, marquée par une tendance qui est décalée, qui est le principe du Kumo, qui est le principe de la lagging span, voilà. Nous sommes dans cette thématique-là, et c'est pour ça que l'indicateur Ishimoku est très intéressant quand on fait de la continuité de tendance. Par contre, il faut aussi se poser la question de l'utilité d'Ishimoku dans quelque chose qui est normé cycliquement à travers une déconstruction, parce que c'est le cas, en fait, c'est le premier actif qui est de ce style-là, dans lequel, tous les 4 ans, à une date précise, on sait que l'industrie qui se trouve derrière a une diminution, enfin, un chiffre d'affaires qui est divisé par 2. C'est quelque chose qui est propre à cette industrie. Et donc, forcément, il faut prendre en considération et adapter notre réflexion par rapport à l'utilisation des indicateurs que l'on en a. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que, pour se dire qu'on repart à la hausse, il faudrait du coup break, ici, donc les 20 300. Je vous avais dit que 20 000, 21 000 était une zone importante dans laquelle, ici, on pourrait se dire qu'on a un break of structure, ou potentiellement on pourrait faire un retest, et aller retester des zones beaucoup plus hautes, pour aller par exemple retester des imbalances au-dessus de 25, avec peut-être une incursion au-dessus de 30. Et ce qui est intéressant quand on regarde un petit peu ce qui est en train de se passer, c'est qu'au niveau de la temporalité, on serait en train d'aller retravailler le Kumo, alors que ce soit sur un rejet du Kumo pour pouvoir refaire avant de pouvoir repasser, par exemple, et aller attaquer les 35 000 sur lesquels on a un aplat ici, pourquoi pas, et on a un gros aplat ici, donc ça pourrait être intéressant, ce sont des zones de résistance très fortes au niveau des Shimoku, mais ce qui est le plus intéressant, c'est de regarder ce qui s'est passé par rapport à ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, ce qui s'est passé justement avec Ishimoku sur les zones précédentes. Donc on va remonter dans le temps, on va aller chercher justement 2018 déjà, et après on ira voir un petit peu plus au niveau de 2015. Ce qui est intéressant au niveau de 2018, qui est une pattern dans laquelle on a eu une accélération qui a été somme toute assez forte, et ensuite une cassure baissière aussi assez forte, mais qui n'a pas entraîné un plus bas, et qui a marqué une accélération sur le départ du bull run que l'on a eu. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que justement, dans cette accélération, on a break 1, 2, on a break le Kumo était déjà assez faible, hein. On note que le Kumo n'était pas aussi dense qu'actuellement, mais on a break le Kumo, et ensuite, on a recassé le Kumo par le bas, et on a restructuré à la hausse. Donc, on a bien eu
cette partie de réaccélération haussière qui a été notée comme étant un faux départ au niveau de Ishimoku, et dans lequel on a fait un retest baissier avant de repartir à la hausse. Ok, et qu'est-ce qu'on a eu en 2015 2015, très intéressant de voir ça. 2015, on a eu justement cette cassure baissière dans laquelle on a eu une marque très forte, et ensuite on a rangé. On a une zone réellement très longue de ranging, dans lequel on a eu la LS qui est partie très fort, très haut, et ensuite on a eu une structuration avec une cassure baissière, mais on n'a pas cassé justement le Kumo. Donc on a dans les deux exemples deux typologies qui sont différentes. Une dans laquelle on est allé retravailler le Kumo, une où on a été rejeté par le Kumo. Vu la taille du Kumo actuel que l'on a au niveau d'Ishimoku, donc qui est ce nuage ici, d'accord, Kumo comme nuage en anglais, excusez-moi, en japonais, donc on se retrouve dans une accélération haussière. Si on prend le cas de 2015 avec un rejet du Kumo, donc sur lequel on irait potentiellement retester plus bas, parce que si on regarde l'état du Kumo actuellement, on se dit que potentiellement le rejet il va être assez violent et on risque d'aller retester les 13 000, 14 000, 13 000 pour aller potentiellement refaire un break. Ok. Si on se base sur 18 000, donc sur 18 000, sur 2018, ce serait un retest avec une cassure du Kumo pour aller retester potentiellement la partie haute du Kumo, donc dans les 30 000, voire peut-être un petit peu plus haut, voire un petit peu plus bas. Pourquoi pas ranger ici. Et donc à ce moment, on serait dans quelque chose de nouveau, dans lequel on n'aurait pas été rejeté par le Kumo, on n'aurait pas fait une cassure du Kumo au-dessus de 35 000, on aurait fait tout simplement un travail du Kumo ici, le temps que le Kumo s'inverse et repartir à la hausse. Et donc à ce moment-là, suivre le Kumo, pourquoi pas? Ça pourrait être intéressant de voir ça. Donc là, on est vraiment dans de la continuité de tendance qui est décalée. On rappelle que Ishimoku, c'est un indicateur qui a un délai de latence qui est très fort dans la représentation, et justement, l'intérêt de l'analyse de Ishimoku, c'est la transposition de ce délai, de la tendance de fond, donc la tendance qui est en retard, avec l'action du prix actuel. C'est globalement l'analyse de ces différences-là qui est intéressant et qui nous permet de nous projeter. Et c'est pour ça que j'avais envie de vous proposer cette vision de ce qui s'est passé dans les différentes lignes avec ce qui est en train de se passer maintenant, à savoir que j'ai bien noté ici février 2023 qui représente le délai le plus court qu'on a pu voir avec une reprise avant de pouvoir se renfoncer pour pouvoir après faire le bull run. Donc je ne dis pas qu'à partir de février on va partir to the moon, je dis juste qu'on peut avoir une stabilisation, soit qui va être sous forme de ranging très long, 15-25, qui est la range que je vous dis depuis un certain temps, soit une accélération haussière avec un retest des zones supérieures, donc 35-45, pour ensuite retester baissier, soit faire un break plus bas, soit juste faire un retest et repartir par la suite. Ça pourrait être tout à fait réel, en tout cas. Et quand on regarde un petit peu ce qui est arrivé au niveau de l'ensemble de la crypto-monnaie, là-dessus on ira voir la macro tout à l'heure, parce que toujours on me dit, oui mais la macro elle est horrible. Oui, mais on est quand même relativement résilient par rapport à ce qui se passe au niveau de la macro. En tout cas, c'est la vision que j'en ai. Je trouve que, par rapport à ce qui s'est passé dans le monde crypto, plus la macroéconomie, clairement, si on m'avait posé la question il y a 2 ans, je vous aurais dit, bon, ben, BTC en dessous de 10 000. Ah, c'est pas le cas. D'accord? On a une macroéconomie horrible, on a une inflation horrible, on a une guerre géopolitique qui est horrible, on a des tensions géopolitiques qui sont colossales, on a une Chine qui est toujours loquée sur le zéro Covid, même si c'est en train de s'améliorer un petit peu, on a vraiment une limitation dans la zone euro de l'accès à l'énergie, donc c'est de l'accès à la croissance, dans lequel on peut avoir une crise des bonds européens très forte, pourquoi pas qui pourrait arriver en 2023. On a eu, dans l'événement crypto, on a eu 3 ici, on a eu Terra Luna, on a eu Celsius, on a eu derrière FTX, on a Genesis, qui est quand même censé être le socle de toutes les entreprises de yielding. Bon, pourtant on a toujours pas cassé 10 000, et on est en train de travailler 15 000, 17 000. Ok. Pour moi, je considère qu'on est plutôt résilient. Clairement, par rapport à ce qu'on aurait pu voir, par rapport à ce qu'on voit actuellement, et même, oui, les volumes sont très faibles, il y a très peu de liquidités, mais malgré ça, on se retrouve sur un cours qui est quand même, qui se tient, et qui est quand même structurellement relativement fort. Et avant de continuer, je vous rappelle que, oui, c'est possible que GPTC ait une partie de liquidation de ces BTC, mais ça restera, pour moi, somme toute, assez faible, et l'impact ne sera pas aussi grand
que certaines personnes l'escomptent, retour à 3000, non. Pour moi, je considère que le retour à 3000, pour l'instant, est totalement retiré de l'équation, à une probabilité qui est tellement faible qu'elle n'est même pas, enfin qu'elle ne rentre même pas dans l'équation. Alors on va continuer un petit peu pour revenir à ce que parlait beaucoup d'industrie. Et justement, c'est intéressant parce qu'en parlant d'industrie, on a Core Scientific, donc qui représente un mineur de 10%, enfin qui représente 10% de la sécurité du réseau, qui s'est mis en chapitre 11. Alors, c'est une grosse nouvelle quand même. Ça ne veut pas dire que Core Scientific va arrêter son activité. Ça ne veut pas dire que toutes les machines vont être débranchées. Ça ne veut pas dire qu'ils vont débrancher les machines. Pourquoi? Parce que déjà, chapitre 11, c'est un chapitre de protection, pour éviter de se faire poursuivre par rapport à ses dettes, donc ça veut dire que l'activité continue en mode dégradé, donc c'est-à-dire que les machines qui sont raccordées, qui sont rentables, seront toujours raccordées, que les machines qui ne sont plus rentables ont déjà été débranchées, parce que avant de se mettre en chapitre 11, bah, tout simplement, ils ont continué à débrancher les machines qui étaient non rentables et essayer de continuer l'activité avec celles qui étaient rentables. Principe de base. Et ensuite, ils ont liquidé déjà leur BTC pour pouvoir tenir. Ils sont pas mis en chapitre 11 sans, justement, ne pas avoir liquidé un maximum d'assets. Donc ça veut dire qu'il y a très très peu de BTC dans lequel Core Scientific va avoir de la marge de manœuvre pour pouvoir payer ses fournisseurs. Donc du coup, est-ce que le hash rate en lui-même va être impacté, donc qui est ici la représentation, ça c'est pas le hash rate, mais en tout cas c'est basé sur le hash rate, c'est la représentation d'un coût du BTC. Alors, c'est toujours très compliqué de déterminer le coût d'un BTC actuel, parce que ça varie sur beaucoup de choses, ça varie sur l'état du parc de machines présent par le mineur, c'est-à-dire que est-ce qu'il a renouvelé correctement son parc, est-ce qu'il se retrouve sur un parc qui vient d'investir avec que des machines performantes, est-ce qu'il a la moitié de son parc qui représente des machines qui ont déjà 3-4 ans, dans lesquelles il doit réinvestir, enfin il y a plein de vecteurs sur lesquels c'est une industrie lourde, donc lourde d'investissement, très fort, sur lequel il y a plein de vecteurs. Il n'y a pas que le coût énergétique, loin de là, il faut bien le représenter. Alors ce qui est intéressant, c'est de voir aussi au niveau du coût énergétique. On a une inflation énergétique très forte pour les entreprises. Alors certes, il y en a un certain nombre qui ont validé déjà une transaction sur laquelle ils ont un contrat loqué pendant X années avec un coût de 4 centimes, 5 centimes le kilowattheure sur l'énergie non renouvelable. Il y a l'énergie renouvelable sur lequel on a un coût qui va être plus dans les 3-4 centimes le kilowattheure, mais on se retrouve quand même sur quelque chose qui, quand on représente le mining actuellement, qui est quand même sur encore 50% minimum de carboné, dans lequel on a forcément une inflation qui va se faire. C'est-à-dire que le contrat, oui, il est peut-être loqué à un certain prix, mais à un moment donné, il va être déloqué, il faut prendre en considération ça, donc c'est-à-dire qu'on risque d'avoir une inflation très forte, donc une partie des personnes qui vont se diriger vers de l'énergie renouvelable, oui, mais est-ce qu'il y a encore suffisamment de deals énergétiques pour représenter tout ça? Il y a toute cette idée-là à prendre en compte, et du coup, ça sous-entend, est-ce que les personnes et les entreprises qui sont derrière ont suffisamment de financement pour renouveler leur parc, pour prendre des machines qui sont plus rentables énergétiquement, donc ça veut dire qu'ils ont une meilleure optimisation, pour pouvoir justement absorber cette inflation, à savoir qu'on a un halving qui arrive bientôt, donc c'est une division par deux du chiffre d'affaires. Il y a tout ça à prendre en compte, et du coup, on commence à voir, Core Scientific, pour moi, n'est pas le dernier, mais représente en fait une couche médium de mineurs qui sont instanciés depuis déjà très longtemps, et qui ont quand même renouvelé régulièrement leur parc informatique, enfin leur parc d'ASIC, et qui ont derrière quand même des deals qui sont très forts. Et quand on voit qu'ils sont au chapitre 11, ça veut dire qu'on est vraiment pas loin de ce que l'on appelle le dernier survivant au niveau des mineurs, qui représentent ceux qui vont justement survivre ce lot, donc ce bottom, cette chute, ce cycle baissier, ce bear market, et qui vont derrière cannibaliser la totalité du marché. Pourquoi cannibaliser la totalité du marché? Parce que, tout simplement, par exemple, si on regarde Core Scientific, qu'est-ce qui va se passer en chapitre 11? Soit on va arriver à avoir un redressement, soit on va arriver sur une liquidation. La liquidation, ça va être quoi? Ça va être, on va prendre l'ensemble des assets, donc que ce soit les BTC, les différentes crypto-monnaies qu'ils ont pu avoir, mais on va prendre aussi les bâtiments, on va prendre aussi les infrastructures, on va prendre les ASIC, et on va vendre tout ça pour essayer de rembourser les fournisseurs dans lesquels ils ont des créances. Et donc forcément, ça veut dire qu'on va avoir des ASIC qui vont être vendus à bas prix, et ceux qui ont réussi à avoir suffisamment de cash, à être beaucoup plus prévoyants, à avoir en fait les meilleurs deals électriques, à avoir les meilleures machines
et à être optimisées par rapport à ça, ou des personnes qui lèvent des fonds maintenant, à se leurrer, il y a beaucoup de personnes qui sont en train de lever massivement des fonds pour monter des fermes de minage. Et ben ces personnes-là, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont acheter ces ASIC à bas coût, et derrière, ils vont récupérer des deals, et ils savent qu'il faut impérativement des deals verts pour éviter l'inflation, des deals verts qui vont être à faible coût, et donc derrière, on va se retrouver sur des mineurs qui vont être beaucoup plus optimisés, et qui vont garder le hash rate relativement haut. Parce que quand il y en a qui périclitent, il y en a d'autres qui avalent, et c'est le principe. Donc oui, on pourrait avoir une chute, mais dans tous les cas, ce sera une chute qui sera juste temporaire. Pour moi, l'indicateur en lui-même, pour donner cette représentation, je l'ai configuration de la façon suivante. J'ai pris ce qu'il y a de plus performant actuellement au niveau des mineurs qui représente un S19, et on a 6 centimes le kilowattheure. Vous allez me dire, oui, c'est vachement élevé, parce que normalement c'est plus autour de 3-4 centimes le kilowattheure. Oui, sauf qu'il y a d'autres frais à prendre en compte. Il y a les frais d'immobilisation d'achat des ASIC. Les ASIC, c'est pas éternel, hein, il faut forcément tourner, c'est à peu près 3-4 ans de vie pour un ASIC, et de toute façon, il faut impérativement prendre quelque chose qui est de plus en plus performant pour pouvoir garder une partie de son parc à jour, et donc ça a des coûts, et c'est une représentation effective de ces coûts-là. Si on rajoute en plus à ça les frais opérationnels, les frais de maintien et les frais de remplacement et les frais humains, on se retrouve généralement à plus 50%, donc c'est pour ça que sur un deal à 4%, je rajoute 2 centimes, enfin de 4 centimes, je rajoute 2 centimes pour avoir une représentation, et ça nous mène sur un BTC à 12 000, d'accord, à peu près sur l'état actuel du hash rate. Ok, donc là on parle de personnes quand même qui ont un équipement qui est solide, et qui ont un deal qui est solide. Ok, maintenant si on augmente, ne serait-ce que de 2. Ça veut dire que quelqu'un qui a un deal dans les 5 centimes à peu près, qui a un parc qui est plutôt moyen, c'est-à-dire qu'il a un peu d'anciens, et il a beaucoup de nouveaux, mais il est en train d'investir pour pouvoir moderniser son parc, bon bah on se retrouve quelqu'un qui est déjà sous l'eau. Ok. Maintenant, quelqu'un qui a un deal électrique qui est plutôt à 6 centimes, chose qui est assez fréquent en carboné, qui a pas mal d'investissements, qui a fait beaucoup d'immobilisation, mais qui a un parc quand même qui est plutôt médian en termes de consommation. Bon, bah, on se retrouve quand même directement sur 9 centimes le kilowattheure. Et on se retrouve sur quelque chose où on est bien sous l'eau, avec un BTC qui a une valeur de 20 000. Tant que le hash rate ne diminue pas. Et comme je vous l'ai expliqué, le hash rate ne diminuera pas drastiquement, parce que dans tous les cas, il se fera racheter par des personnes qui sont positionnées, qui investissent maintenant sur une zone dans laquelle, en effet, avoir des ASIC de dernière génération coûtera beaucoup moins cher, et les frais d'infrastructure aussi, et donc ça veut dire aussi que maintenant on a conscience que les deals green sont beaucoup plus intéressants, et il y en a qui sont spécialisés là-dedans, et qui vont investir là-dedans. Forcément, ce sera avalé, voire cannibalisé, et on verra de nouveaux acteurs une fois que ça remontera. Mais on se retrouve vraiment dans une zone dans laquelle, pour moi, on est assez faible. Alors, on va continuer un petit peu l'analyse technique pour revenir, je vais pas revenir sur la quotidienne, sur ce que je vous ai déjà montré, mais globalement, nous sommes dans bien cette zone de compression où on va patienter semaine prochaine, hein, voilà, il y a plus personne qui se trouve ici, donc on est vraiment dans quelque chose où on est assez faible, on va ranger, je pense qu'on va comprimer la liquidité pour préparer un mouvement lundi ou dimanche soir, en fonction du marché asiatique, donc lundi, 1h du matin, minuit, 23h peut-être le dimanche, ou lundi 14h30 dans lequel on risque d'avoir un retour pour une clôture annuelle dans lequel on a toujours beaucoup de volatilité, les 4 witches, je vous l'ai déjà expliqué lors de la quotidienne. On continue un peu sur la macroéconomie, parce que j'ai passé beaucoup de temps sur le BTC. On a donc là une clôture en weekly, où on voit qu'on est en train de clôturer, on a ravalé une partie, mais c'est pas non plus extraordinaire, donc notre scénario tient bien, mais je voulais prendre un petit peu de recul par rapport à ça, par rapport au taux d'intérêt et à une vue mensuelle. Ce qui est intéressant de voir, c'est que, là je suis en logarithmique, quand on voit un petit peu la clôture mensuelle qu'on a eue, et la pattern de cassure très forte, et qu'on la compare à 2008, on voit qu'on a encore de la marge, on n'est pas si mal que ça, malgré la macroéconomie qui est quand même très compliquée, avec une guerre, enfin il faut imaginer qu'on est dans une schématique qui est, somme toute, pire que 2008, en termes de géopolitique générale, et de gestion de la demande et de l'offre, on est quand même bien pire. Donc, on est dans quelque chose qui, somme toute, je trouve qu'on se dépatouille pas trop mal. Alors, certains vont dire oui, donc ça veut dire qu'on va continuer à descendre. Peut-être. Sauf que si on regarde ici, on est en train de lutter là
contre un problème financier, crise de liquidité financière, dans lequel on a entraîné une récession très forte, alors que là, on a une récession qui n'est non présente, où on a une crise qui est liée majoritairement à l'inflation, et à une contraction de liquidité, mais qui est bien moindre que celle de 2008, en tout cas au niveau des institutions financières, et on a déjà commencé à entamer l'augmentation des taux, alors que là, on a justement libéré l'augmentation des taux pour pouvoir libérer de la liquidité. Et qui est cette représentation ici de cette barre-là qui est le taux directeur de la Fed, pour donner un petit peu justement cette vision-là. Donc on est vraiment dans quelque chose où on est en train d'augmenter très très fortement les taux, qui représente aussi la cassure du marché financier, pour répondre à une cassure réelle de l'inflation. Donc on n'est pas dans une crise économique, comme on a pu le voir historiquement avec une rentrée dans la récession. La récession, elle est présente en Europe, ça, il n'y a pas à nier. Elle n'y est pas encore en US. Est-ce qu'elle va arriver en 2023? En tout cas, il y a des grandes probabilités, mais est-ce qu'elle va être aussi forte qu'en 2008? Les différents indicateurs qu'on peut regarder, que ce soit au chômage, alors je sais, il y a du délai, mais même, on va pas se leurrer, ça fait bientôt 1 an qu'on a commencé le setup, et qu'à un moment donné, le chômage, on le voit, a déjà commencé. Je veux dire, les layoffs sur Amazon, sur Twitter, sur les différentes GAFAM ont commencé très fortement, et donc on a déjà un impact très fort. Et c'est pas parce que les GAFAM ont commencé que les autres ne l'ont pas fait. D'accord, il faut prendre un petit peu de recul. Et si on prend ce recul-là avec le SP500, et qui est très intéressant justement dans la thématique, et qu'on recule un petit peu ce qui est en train de se faire, et qu'on regarde justement sur 2008, bon bah, on a la même schématique, où 2008 est beaucoup plus marqué. Alors je suis en logarithmique, hein, d'accord, je représente en pourcentage cette chute, je ne représente pas en chiffres réels, mais proportionnellement, on est sur quelque chose qui a break beaucoup plus bas, avec derrière des bougies qui étaient quand même structurellement excessivement baissières, ce qui n'est pas le cas ici au niveau du SP500 et du Nasdaq. On a quelque chose qui est beaucoup plus structuré et beaucoup plus résilient par rapport à ce qui est en train de se passer. Je vous rappelle que là, on n'a pas la Fed qui est en train de sauver tout le monde en imprimant de l'argent, on se retrouve sur une Fed qui augmente les taux, donc là on est en train de tester l'économie mondiale, on est en train de réaffirmer en même temps quelque chose qui est le DXY. Je vous rappelle que la cassure au niveau du DXY, c'était 2002, d'accord? Donc là on a eu une réaccélération au niveau de la force du dollar général, qui est juste colossale. On a remis au du jour à quel point le dollar était puissant, avec justement cette accélération, cette dernière accélération qui a eu lieu, sur lequel on voit bien qu'il y a une forme de prise de puissance des États-Unis, dans lequel on a, voilà, on est toujours présent, on est toujours sous une forme d'hégémonie. Il n'y a pas d'acteurs qui sont en train de se mettre entre nous et la suprématie. Non, nous sommes leaders, et là ils sont en train de le marteler très fortement, avec ce qui est en train de se passer, la position par rapport à la Chine, la position par rapport à Taïwan, la position par rapport à la Russie, dans lequel la Russie est en train de souffrir monumentalement, avec derrière l'Europe qui est sacrifiée, mais le grand gagnant reste les États-Unis. Actuellement, les États-Unis sont en train de drainer les liquidités du monde, plus derrière réaffirmer leur force et la force du dollar par rapport à tout ce qui est en train de se passer. Et chose qui se voit d'ailleurs ici au niveau du rebond qui a été effectué, ça je vous en avais parlé, qui est la différence entre le yielding du bond américain 10 ans et 2 ans. Ça veut dire que quand on est en négatif, là on a un taux en négatif, ça veut dire que les marchés financiers considèrent que sur 2 ans c'est beaucoup plus risqué que sur 10 ans, donc ça veut dire que sur 2 ans ils considèrent que la récession risque d'être très forte par rapport à celle dans 10 ans, et donc qu'il y a beaucoup plus de risques actuellement d'avoir des bounds, ou en tout cas que les bounds risquent d'augmenter plus rapidement que sur 10 ans. Et ce qui est cette représentation-là, j'ai déjà fait une explication sur ce que j'en tire dessus. Je ne considère pas que c'est un signe de récession, je considère que c'est un pricing des délais de récession potentiels du marché US par le marché financier. Pour moi, ce n'est pas un indicateur, c'est une représentation d'un pricing effectué. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que quand on regarde les yieldings actuellement au niveau des bounds, on voit bien qu'on commence à avoir une forme de contraction. Alors oui, on a une réaccélération, mais c'est une réaction qui est structurelle au niveau des différents types de bounds, donc on est sur la même pattern, donc on n'a pas d'écart qui est en train de se faire, et potentiellement, pour moi, j'ai tendance à considérer
que dans les mois à venir, on va avoir un nouveau cross qui représentera justement le fait qu'on va repartir sur une courbe classique où le taux à 10 ans sera supérieur au taux à 2 ans et on sera reparti dans quelque chose de vraiment classique. Pour ça, le marché attend plusieurs choses. Attend forcément, on est dans la lutte de l'inflation, donc une inflation qui chute. Derrière, ils attendent la mise en place d'un pivot de la Fed avec une diminution régulière des taux. Et surtout, que durant toute cette partie-là, on a un chômage bas et un PIB qui progresse. Donc ça veut dire qu'on n'a pas de récession. Et donc à ce moment-là, ça veut dire qu'ils auront enfin réussi ce qu'ils appellent le soft landing, sauf qu'ils l'auront pas fait en une fois, ils l'auront fait en progressif, enfin ils l'auront pas fait en progressif, pardon, ils l'auront fait en une fois avec des augmentations très très fortes. C'est la première fois qu'ils augmentent autant les taux d'intérêt, aussi fort, aussi vite, et donc c'est peut-être le secret du soft landing, faire très mal très vite, et ensuite diminuer. À vous de me dire ce que vous en pensez en commentaire, et je vous souhaite d'excellentes fêtes. Et pour ceux qui fêtent le réveillon de Noël, je vous souhaite un excellent réveillon de Noël. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Et d'ailleurs, je vous réserve une petite surprise pour demain matin, donc soyez à l'affût demain matin de la vidéo. Avant de se quitter, je vous rappelle que le Discord est en commentaire, c'est gratuit, et c'est un lieu de partage et d'échange autour de la crypto-monnaie, de la blockchain, du trading et de l'investissement. N'hésitez pas à rejoindre justement notre communauté de passionnés, et pour tous ceux qui veulent soutenir la chaîne et le Discord, on a mis en place un premium avec plus de contenu, avec plein de choses, comme par exemple 100 vidéos, 300 pages de formation et de guides structurés autour d'un parcours pédagogique. On y en rajoute toutes les semaines, donc ça grossit toutes les semaines. Vous y retrouverez aussi des stratégies de trading, des stratégies d'investissement, des analyses, des lives hebdomadaires, des briefs quotidiens que j'effectue sur le marché, plein de choses, plein de contenu. N'hésitez pas à nous rejoindre et je vous mets une petite vidéo en haut à droite pour les curieux. Je vous dis à tout de suite. Si tu aimes mon contenu, n'hésite pas, partage, like, ça m'aide énormément, et rejoins-nous sur Discord.